Toujours la construction de Rocinante. Là, je suis en train de construire le petit bac qui va servir pour maintenir l'eau d'alimentation de la chaudière au fur et à mesure de l'évaporation. Alors, c'est de la tôle de 4/10 qui est étamée, de la tôle zinguée. Et je suis en train de mettre les cornières qui vont servir. Ça, c'est le fond du réservoir. Je suis en train de repointer les trous qui vont maintenir qui vont servir au rivet qui maintiendra la cornière sur le fond du réservoir. Alors j'ai fait avec un pointeau beaucoup plus fin que celui-là. J'ai d'abord pointé mes trous et maintenant je les agrandis. De façon à ce que le foret ne se promène pas en commençant à percer. Voilà. Donc cette pièce est déjà prédécoupée et ajustée avec les coupes d'onglets. Maintenant, je vais prendre ça avec une pincetto. Je vais essayer. Voilà, oui. Donc je saisis ma cornière avec la pincetto pour percer mon premier trou. Alors le perçage doit être à peu près au diamètre du flanc qui constituera le rivet. Voilà. Et là je vais faire mes deux cônes qui permettront à la tête de rivet, une fois que le rivet sera rasé, voilà, et je fraise les deux bouts. On va couper un rivet. Alors le rivet, comme j'ai déjà expliqué, c'est du fil électrique qui fait 1,3 mm de diamètre et qui va être largement suffisant pour maintenir cette pièce. Après, le restant du rivetage sera qu'une répétition de ce que je suis en train de démontrer. Un tas. Voilà. Et alors là, on ne boutrole pas, ce sont des rivets à tête plate. Ah. Ça fait que ça ne va pas y aller, ça. Non mais ça va me faire chier longtemps, ça. Ah! Après moult péripéties, on va quand même essayer de mettre ce premier rivet. Voilà. Alors évidemment, les deux têtes se forment, voilà, d'un seul coup, du premier coup. Voilà, on voit bien que les deux têtes sont formées. Là maintenant, ben, il n'y a plus qu'à continuer. Et tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un glissement qui m'a fait percer à côté du trou. On va percer là. Ah, c'est pas un métier facile, hein.
Alors là, pour bien séparer, pour que les deux têtes soient d'égale importance, je règle la hauteur de mon dépassement ici en tapotant doucement sur la tête de rivet. Et maintenant, je sais que là, voilà, je vais avoir assez de dépassement pour que la tête se forme régulièrement de l'autre côté. Et là, je le bloque. Voilà, et on voit bien le détail du rivetage. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé de la machine, de la chaudière, du bac pour l'alimentation de la chaudière, et puis je vais vous parler aujourd'hui de cette petite dynamo, c'est-à-dire un petit moteur à courant continu. Un moteur à courant continu, si on le fait tourner, il produit du courant, et si on lui met du courant, il tourne. Donc je vais avec ce petit moteur, j'ai fait un châssis qui va tenir ce petit moteur, et avec ça je vais pouvoir faire du courant électrique avec la machine à vapeur. Voilà. Voilà le socle. Alors là, il va y avoir une autre partie du socle qui sera montée sur glissière pour pouvoir tendre la courroie, comme c'était fait autrefois. Ça, je le sais bien parce que j'en ai dépanné de ces moteurs-là. Voilà. Et une petite courroie en cuir qui va être sur le volant de la machine et en même temps qui entraînera le petit moteur qui se transforme en dynamo. C'est comme une dynamo de vélo, hein. C'est un moteur à aimant permanent. Et puis je vais faire aussi un petit lampadaire qui éclairera l'ensemble de la mécanique, la machine, le moteur et la chaudière. Lors de la dernière séquence, on avait filmé le commencement de la construction du bac à eau. Le bac à eau qui sert à alimenter la chaudière au fur et à mesure de la vaporisation. Et aujourd'hui, là, pour cette séquence, eh bien, le bac est terminé. Voilà le bac. Alors, toute la construction est faite, la solidité est assurée par le rivetage et l'étanchéité avec la peinture à souder Lomi. Voilà. Et ça, ce sont les deux inserts qui vont me servir à fixer le bac sur la planche qui recevra la mécanique et l'ensemble de la mécanique et de la machine. Voilà la dernière construction à peu près. Il me reste encore le graisseur à déplacement à faire. C'est la pompe mécanique, la petite pompe mécanique manuelle qui va permettre l'alimentation de la chaudière quand le moteur ne tourne pas. Voilà, c'est assez minutieux. Voilà, c'est une pompe aspirante et foulante qui va puiser l'eau dans ce réservoir et l'injecter à l'intérieur de la chaudière. Voilà. Là, on peut voir le clapet d'aspiration. Alors voilà comment va fonctionner le clapet d'aspiration. Ici, on a un ressort qui va servir à plaquer la bille sur le siège, parce que là, comme les clapets sont latéraux et non verticaux, le poids de la bille ne rentre pas en jeu, donc il faut un ressort qui va permettre à la bille de porter sur ce siège. Voilà, une fois que c'est monté, donc l'eau va pouvoir rentrer dans ce sens et ne pourra pas sortir dans celui-là, ce qui fait qu'on aura le clapet d'aspiration, et là on aura la même chose en refoulement, c'est-à-dire un clapet inverse, qui empêchant l'eau de revenir sur la pompe. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le réservoir, la chaudière est toujours en pression. Donc il faut une certaine pression pour injecter l'eau à l'intérieur de la chaudière au fur et à mesure du fonctionnement. Ça, j'ai déjà expliqué. Voilà la pompe à eau. Terminé. Alors maintenant, on va parler du graisseur à déplacement. C'est un petit appareil très simple qui fonctionne sans aucune énergie mécanique. C'est un réservoir qui va contenir de l'huile et dans lequel on va laisser arriver de la vapeur. Cette vapeur va se refroidir, se condenser. À chaque fois qu'une goutte d'eau de condensation va se former, une goutte d'huile sera éjectée et ira graisser le mécanique, le moteur de la machine. C'est très simple, ça marche tout le temps à condition d'avoir un endroit assez froid pour que la vapeur descende en dessous de 100 degrés et puisse se transformer en eau. Et comme l'eau est plus légère, et l'eau est plus lourde
que l'huile, la goutte d'eau tombe toujours au fond et la goutte d'huile monte et va graisser le moteur. Alors là, il va y avoir un pointeau pour vidanger l'eau qui s'accumule dans le bas du graisseur à déplacement. En haut, il y aura un bouchon de remplissage et un pointeau d'admission de vapeur. Ça va être la construction de la dernière pièce importante de la machine. Après, il restera le calorifuge, le bois, le tuyautage, la tuyauterie, et puis le socle et puis la peinture. Mais là, on attendra des jours meilleurs où il fera un petit peu plus beau pour faire la peinture. Parce que pour la peinture, il faut une certaine température pour que ça soit fait en bonnes conditions. Alors cette fois-ci, on va parler un petit peu de la construction de la machine évolue. Elle est presque finie. Et je vais faire, avec cette petite dynamo, j'ai fait un petit lampadaire qui va être alimenté par la dynamo. Alors là, j'ai fait le pied du lampadaire en laiton. Et je vais faire maintenant le col de cygne avec un tube de laiton de 5 mm. Alors évidemment, pour cintrer ce tube, j'en ai déjà parlé, je vais vous faire voir comment j'opère. Et je ne sais pas si le résultat sera probant, mais enfin on va essayer. Alors ce tube est bouché ici. Je l'ai précédemment recuit, c'est-à-dire enlever les contraintes, ramolli pour qu'il se torde plus facilement. Et alors pour pas qu'il s'écrase dans mon diabolo, je m'en vais le cintrer avec un diabolo, c'est-à-dire c'est exactement comme une cintreuse Magori, c'est la même chose. Mais au lieu de mettre du sable, parce que du sable dans un si petit tube, c'est pas évident, je m'en vais mettre du plomb. Pour ce faire, j'ai coupé du plomb de zingueur, du plomb de couverture, de la plaque de plomb, et je descends la baguette que j'ai fait au fond, et je m'en vais commencer à chauffer. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour qu'il n'y ait pas de vide, et qu'il n'y ait pas de laitier du plomb qui se produit. Donc, s'il y avait du vide ou un laitier, le tube à cet endroit pourrait s'écraser. Donc, la baguette va fondre. Quand elle va être fondue, je vais en glisser une autre jusqu'à temps que ça bronze en haut. Alors on va commencer à constater la fonte du plomb qui est à l'intérieur. C'est pas de la soudure, hein, c'est du plomb pur. C'est pas de la soudure, c'est pas du thinol, parce que s'il y avait un décapant, le décapant se collerait, le thinol se collerait au tube et ça serait pas facile à vider après. Alors on voit bien que la baguette commence à fondre, elle descend au fur et à mesure à l'intérieur du tube. Et comme ça, j'aurai aucune bulle et aucune impureté à l'intérieur. On voit très bien que le métal a complètement rempli l'intérieur du tube. Maintenant, il ne reste plus qu'à le laisser refroidir. Et on va essayer de cintrer correctement ce tube. Dans la construction du diabolo, il y a deux opérations primordiales. D'abord, le rayon, c'est-à-dire le rayon de cintrage du tube. Et ensuite, l'ajustage du tube à l'intérieur du diabolo. Et son dépassement. Quand je vais le prendre à l'étau, ici, il ne faut pas que j'ai un aplatissement. Il ne faut pas que j'aplatisse le tube quand je vais le plier. Voilà. Alors donc il est plein, il doit se plier parfaitement. Alors là je commence à le cintrer. Voilà. Comme il faut que j'ai un retour au-dessus de 90 degrés, je m'en vais reprendre. Voilà. Et là, j'ai une courbe parfaite, sans plat, sans ride, sans rien du tout. Maintenant, il reste juste à couper ça
et faire partir le plomb qui est à l'intérieur. Et ça donnera bien l'angle de mon lampadaire. Je pourrais peut-être le cintrer un petit peu plus même. Là on fait ce qu'on veut, après on est libre de tous les mouvements. Voilà. Voilà. Impec. Voilà. Et dessous, j'ai aucune contrainte. On voit bien qu'il n'y a aucun pli qui s'est formé, aucun aplatissement, la section est restée régulière. Voilà comment j'opère. C'est peut-être pas le meilleur des solutions, mais c'est un truc très pratique. Ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. On voit bien que le métal a complètement garni l'intérieur du tube, sans vide, sans poche d'air et sans calamine au moment de la fusion. La calamine s'est éliminée toute seule par la partie haute. Voilà. Alors ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est vider l'étain du tube. Là tu peux expliquer ce que tu fais là. Comment? Explique ce que tu fais parce que je ne l'avais pas tout à l'heure. Alors là je suis en train de chauffer le tube pour refaire fondre le plomb qui fond environ à 300-350 degrés. Et on va voir, quand le plomb va être liquide, eh ben, il va s'éliminer tout seul par gravité. Le plomb étant assez lourd, il va vider le tube tout seul. La gravitation va vider le tube. Voilà. Pour être sûr que l'opération est réussie, il suffit de balancer un petit peu d'air à l'intérieur du tube et on voit bien que le tube est ouvert et que le métal est parti et que l'opération est terminée.